Monsieur le député, Madame la conseillère départementale et maire du Lardin, Monsieur le conseiller départemental et président de la communauté de communes, Messieurs les maires, Monsieur le maire de Chervey-Cuba, Jean-Marie Quéroy, Madame la maire de Savignac-les-Églises, Evelyne Roux, merci d'être venue Evelyne, ça me fait énormément de plaisir, parce qu'on s'est connus au congrès des maires et c'est vrai que c'est une super rencontre, franchement. Et pour te dire, toi tu as les macarons aux truffes, et nous on a le beurre de truffe, mais les truffes de la commune. Donc, Monsieur le maire de Villac, Laurent Pellerin, Madame Coralie Daubis-Boyer, adjointe au maire de Terrasson, merci d'être venu. Monsieur Philippe Mousseau, adjoint au maire d'Hautefort, merci Philippe d'être là. Mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants des corps des sapeurs-pompiers, messieurs les représentants de la gendarmerie, monsieur le DGS de la communauté de communes Nicolas Harel, monsieur le représentant de l'urbanisme, je l'ai vu, Stéphane Malo, messieurs les représentants de l'association, monsieur le représentant de l'Association nationale des anciens combattants et des amis de la résistance, Patrick, merci d'être là, Patrick Grandchamp. Donc, messieurs les représentants des entreprises Lagarde et La Ronze, mesdames et messieurs les présidents et présidentes d'associations, chers Bat-Folaises, chers Bat-Folais. Merci d'être venus aussi nombreux, ça fait plaisir. Ça fait un petit moment que je n'avais pas vu autant de monde, donc c'est bien. Donc cette année, nous aurions toutes les raisons de la regarder avec pessimisme, inquiétude et morosité. Quand on voit la situation du monde et qu'on s'aperçoit à quel point le fracas des armes ne s'estompe ni en Ukraine ni au Proche-Orient, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche avec une vision qui, disons-le clairement, ne considère pas l'Europe comme étant la pierre angulaire et ses décisions ni de ses intérêts, quand plus près de nous, les images de Mayotte dévastées par le cyclone Chido viennent nous hanter, on a des raisons de s'inquiéter. Pour autant, je vais vous parler tout de même de Bat-Foldance. Vous savez, ce petit village où il fait bon vivre. Ce village qui, par son esprit fait de solidarité et de convivialité, sait rassembler toutes les générations et unir ses habitants pour préserver cette quiétude. Ma commune, heureusement. C'est pourquoi j'ai souhaité vous faire écouter cette chanson qui s'intitule « Ici » de Vent de Lubrani et qui, je trouve, définit très bien notre commune. J'en veux pour preuve l'attraction de notre village, l'attraction que notre village exerce sur de nombreuses personnes, celles qui ne veulent plus le quitter et celles qui sont venues chercher ici une qualité de vie. D'ailleurs, nous sommes très fiers d'avoir su accueillir et souhaiter la bienvenue cette année aux nouveaux habitants qui, nous le voyons, souhaitent s'investir et s'impliquer au plus près dans la vie du village. De 399 habitants en 2020, nous sommes à ce jour 469, ce qui démontre notre attractivité. Permettez-moi à cet instant d'avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés. Nous pensons à eux, mais aussi à leurs proches, qui ressentent si douloureusement le poids de leur absence. Une pensée particulière à Patrick Pudebois, notre chanteur, qui nous a accompagnés durant de nombreuses années à chaque cérémonie au Monument aux Morts et surtout lors de la commémoration du 1er avril 1944. Ainsi que Madame Ménard, dite Dédé, pour ceux qui se rappellent, ancienne secrétaire de mairie qui est restée au service de la population durant 40 ans. Mes pensées vont aussi à ceux que la maladie fragilise ou que la solitude emprisonne. Nous savons tous par expérience que la souffrance et les cicatrices qu'elle laisse sont personnelles et que le pouvoir des mots est illusoire. Mais je souhaite cependant que 2025 procure à chacun la force nécessaire pour surmonter les écueils de l'existence. Sur une note plus joyeuse, nous avons eu la joie d'avoir 2 naissances dans la commune et célébrer un mariage. En 2024, Bat-Foldance a été une nouvelle fois très active et créative. Que chacune et chacun soit remercié pour son œuvre au service de la collectivité. Une année remplie de festivités. Donc, pour ne pas les nommer, nous avons eu la commémoration du 1er avril 1944 qui a permis de raviver la mémoire d'un épisode tragique de l'histoire locale, marqué par l'arrestation et la déportation en camp de concentration de Buchenwald et Auschwitz, de familles juives et de la famille de l'Estrade de Conti, d'où ils ne sont jamais revenus.
de l'incendie du château par la division Bremer et d'honorer la mémoire des disparus, de rappeler l'importance de ne pas oublier les horreurs du passé, que certains pays sont en train de vivre en ce moment. Nous sommes tous des passeurs d'histoire et de mémoire. D'ailleurs, lundi 27, nous commémorerons les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et merci encore à toi, Patrick, pour l'organisation et pour nous avoir amené 9 porte-drapeaux. Donc nous avons aussi eu l'inauguration de la traverse du bourg et du City Sport, donc des réalisations qui s'étalaient depuis 2022. L'arche publicitaire au circuit, en plus d'indiquer clairement l'entrée du circuit, l'arche sert à signaler la présence d'un espace de loisirs. Et toutes les manifestations qui se sont déroulées en 2024 sur la commune, que vous pouvez suivre sur le diaporama que je vous ai préparé. Nous avons pu commencer à installer la signalétique dans le bourg et poser des radars pédagogiques grâce aux amendes de police pour la sécurité de la traversée du bourg, bien que la limitation de vitesse ne soit pas toujours respectée. Une mobilisation de tous les instants pour le bien vivre ensemble avec de nombreux investissements et engagements. Nos projets pour 2025. Nous avons acheté un nouveau camion, 16 400 € pour les services techniques. Et Laurent, tu peux dire qu'il marche très bien. Puis il a une belle couleur. Vous allez voir, si vous ne l'avez pas encore vu, vous le verrez sur le diaporama. Donc ensuite, nous allons finaliser la signalétique du bourg et des lieux-dits, programmation du schéma communal de défense extérieure contre l'incendie. Nous avons la nécessité d'installer 20 réserves incendie sur la commune, mais seulement 9 sont en place, ce qui pose des préoccupations de sécurité et l'octroi des autorisations d'urbanisme. Nous allons programmer l'aménagement de 2 nouveaux points chaque année jusqu'en 2037. Pour 2025, seront installés un poteau incendie route de Chabana pour 2 600 € et une citerne incendie à Rafaillac pour 9 700 €. Pour ces réalisations, nous avons bénéficié d'une aide de la communauté de communes avec le fonds de concours, 1 077 € pour la borne incendie et 2 500 € pour la citerne. Et de l'État avec le fonds vert, mais bon, le dossier est en cours de validité. Pour les travaux de voirie, en plus de l'entretien courant, nous allons devoir effectuer les réparations de la route du Ramail et du chemin des Fontaines, de la route de Plagne et de Couty, que de nombreux véhicules continuent à emprunter, provoquant des dégradations importantes. Malgré la mise en place d'une déviation officielle suite à la fermeture de la route départementale 71 au lieu-dit chez Triche pour effondrement, donc les voitures continuent à prendre ces routes et nous les abîmer. Et ces travaux viendront se rajouter, pèseront sur le budget voirie 2025. Nous allons finaliser l'espace de loisirs et le parcours sportif sur le terrain de Fate. Et nous avons en prévision l'achat de terrain dans le bourg pour élaborer différents projets, soit construction de logements ou de commerce, sachant que certains de ces terrains se trouvent en zone constructible, encore, de la chance. Et nous allons finaliser la restauration du lavoir de Chazela avec la création d'un parcours de randonnée, réhabiliter le plancher de l'ancienne mairie qui malheureusement s'effondre, et travailler sur le réaménagement de la salle des fêtes. Donc prévoir une isolation, revoir le chauffage et mettre des toilettes à l'intérieur, qui ne sera pas un luxe, je pense. Côté financier, où une prudence s'impose, vu la conjoncture nationale, nous pouvons être fiers d'avoir des finances saines nous permettant de réaliser nos projets. Notre agence postale donc reste un lieu important pour la commune. Elle vous permet d'effectuer vos opérations postales courantes dans un lieu pratique avec des offres qui correspondent à vos besoins. Céline de Marchand, ici présente, peut te lever Céline, je ne sais pas si tout le monde te connaît, alors ne te lève pas. Donc Céline de Marchand vous y accueille du lundi au vendredi matin de 9h à midi et le samedi matin de 9h à 11h30. Donc Céline maintient un chiffre d'affaires constant, 52 574 €,
Et grâce à la vente Service Plus, 14 973 €, le classement de l'agence postale de Bad Foldance est en première place sur le secteur Périgord-Est. Donc on peut remercier Céline, je pense. Donc le SIVS, donc je vais vous parler du SIVS, du syndicat intercommunal à vocation scolaire du Pays d'Hautefort. Pour rappel, créé le 1er juillet 2022 avec 12 communes adhérentes. Bad Foldance a 22 enfants scolarisés. Donc les frais de fonctionnement pour la commune se sont élevés en 2024 pour un montant de 40 400 €. En 2022, les frais s'élevaient à 2 000 € par élève et en 2024, nous sommes à 1 836 € par élève. Donc nous pouvons constater une diminution des frais de fonctionnement. Malgré cela, compte tenu de la baisse des effectifs, il y a à l'horizon un risque de fermeture de classe au regroupement pédagogique intercommunal, donc d'Hautefort. Vendredi, une réunion a eu lieu avec l'inspectrice de la circonscription Nord Dordogne, qui a donné des nouvelles peu réjouissantes et a tenu des propos assez pessimistes quant au maintien de la classe. Mais le SIVS va essayer de trouver des solutions afin d'éviter une fermeture. Je me retourne vers mes collègues qui étaient présents et je pense que je ne me trompe pas. C'est à peu près ce qui en est ressorti. Donc on va essayer de se battre pour que la classe reste. Donc pour vous parler, le centre de loisirs, donc l'accueil de loisirs sans hébergement intercommunal, avec un agrément de 8 maternelles. Je vois Virginie qui arrive, c'est pour ça, c'est la directrice du centre de loisirs qui vient d'arriver. Avec un agrément de 8 maternelles et 12 primaires, la fréquentation le mercredi est de 18 enfants et les vacances scolaires jusqu'à 20 enfants. Avec une liste d'attente qui souligne un besoin croissant d'accueil. La commune peut mettre une nouvelle salle à disposition pour l'accueil des enfants, si possibilité d'augmentation des effectifs. Je me tourne vers la communauté de communes, si des fois. Voilà. Donc, des travaux pour faciliter l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite sont en cours de réalisation par la communauté de communes. Et un point important, le SMD3 est venu faire une intervention auprès des enfants pour les sensibiliser au tri sélectif et ont pu mettre en place un composteur au niveau de la cantine. Donc Virginie Beauvieux-Digniel est la directrice du centre, donc, qui vient d'arriver. Je te remercie, toi et les animateurs, pour l'encadrement de qualité au centre de loisirs, donc qui est victime de son succès, on peut le dire. La fibre optique. Donc le 21 janvier, nous avons été invités avec le premier adjoint, je sais pas, à la fin des travaux du déploiement de la fibre optique sur le secteur nord-est d'Ordogne, qui comprend 72 communes et représentant 31 276 prises. Et à la pose du dernier PBO. Donc le PBO, c'est le point de branchement optique. Donc ça se déroulait à Téja. Et Bad Foldance fait partie des 72 communes. Et sur Bad Foldance, nous avons le NRO, le nœud de raccordement optique. Donc, une date à retenir, le 17 mars 2025. Donc, nous serons éligibles à la fibre. Donc, vous pouvez prévenir vos opérateurs pour les travaux de raccordement à la fibre le 18 mars, mais pas avant, parce que c'est le 17 mars que nous serons éligibles. Donc c'est le début d'une nouvelle ère numérique pour Bad Fold, avec le réseau Internet à très haut débit 100% fibre. Nous allons pouvoir être raccordés au monde entier grâce à un câble minuscule, enfin microscopique je dirais. Donc pour vous dire, ça représente un cheveu, le câble de la fibre, vraiment microscopique. Donc dont le diamètre se calcule en microns, ce qui va changer la vie numérique à Bad Fold. Et pour information, le 20 février, de 10h à 17h30, le camion de la fibre Orange viendra s'installer sur la place de la salle des fêtes et ceux qui voudront pourront venir s'entretenir avec le conseiller d'Orange sur le raccordement très haut débit pour leur logement. Dans le cadre de vie de notre commune, j'englobe tout ce qui touche aux dépôts sauvages, d'ordures ménagères, d'emballages ou de verres en pied de borne, de points d'apport volontaires, aux crottes de chiens, aux mégots de cigarettes et autres. C'est un sujet majeur dans notre commune parce que c'est ce qui saute aux yeux à la fois des habitants, mais aussi à tous ceux qui traversent notre joli village. Nous avons encore de gros progrès à faire en la matière. C'est à la fois une responsabilité de votre municipalité, mais aussi une responsabilité collective de tous les habitants.
Pour cela, nous avons installé des sacs canicrottes et des boîtes à mégots pour prévenir les incivilités. Donc je veux remercier, en ce moment, c'était l'heure du... C'est rien, c'est Pitou qui a appuyé sur le bouton. Je le dénonce. Donc à cette heure, je veux remercier tous les commerçants de notre village, le Proxy, ma charcuterie Batte-Folaise, nos 2 restaurants, l'Estaminet et l'Auberge des Tilleuls, et les artisans qui participent au dynamisme et au développement et à l'attractivité de notre commune. Prochainement, notre Proxy va connaître un changement de gérant avec le départ de Laurence et de Laurence Pièce. Donc le 31 janvier 2025 marquera la fin de leur aventure avec le Proxy, mais aussi le début d'une nouvelle ère sous la direction de Stéphanie et Sébastien Desroches, un couple venant de Cézanne dans la Marne. Donc l'ouverture est prévue pour le 12 février 2025 et Stéphanie et Stéphane Desroches ne sont en voyage en ce moment, mais vous pourrez les découvrir sur le diaporama parce qu'à la fin vous verrez. Il faut que tu repartes du début peut-être. Il faut que tu fais échappe, voilà. Tu fais échappe et tu repars. Alors du côté de nos agriculteurs, je leur apporte tout mon soutien. Ils ont dû encore une fois se faire entendre pour la loi Egalim, pas de prix plancher, et le Mercosur qui sera préjudiciable pour nos élevages bovins. Le dynamisme d'un village se mesure également au dynamisme de ses associations. Avec 12 associations, la vie associative à Batte-Foldance est d'une grande richesse, de par la diversité des activités proposées, que ce soit dans le domaine social, culturel ou sportif. Je veux parler des présidentes et des présidents de ces associations, à qui je vais demander de se lever un par un pour vous les présenter. Je pense qu'ils ne sont pas tous là, mais pour ceux qui sont présents. Donc je vais commencer par l'aéromodélisme, donc le président Jacques Lecomte, mais je ne l'ai pas vu, je pense pas que... Ah mais si, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Donc je vous salue, parce que je ne vous avais pas vu arriver. Très bien, voilà. Donc l'aéromodélisme, qui exerce son activité sur le terrain de fête, et les personnes intéressées par une initiation peuvent se faire connaître auprès du président. Le foyer laïque, présidente Magali Lagier. Alors Magali, oui, je pense qu'elle ne pouvait pas venir. Donc, c'est qui rassemble les enfants autour de nombreuses activités. L'atelier de Batte-Folle Mosaïque, présidente Nicole Rey, qui s'excuse. Elle est représentée par Jacqueline Bernoer, qui doit être par là, je l'ai vue, Jacqueline, voilà, qui est trésorière. Voilà. Donc, et en plus, c'est l'atelier Mosaïque, mais qui prépare entre autres la fresque pour le centre de loisirs. Voilà. L'autocross, le président Éric Grandchamp. Alors ça, c'est une association que je connais très bien, qui m'en fait voir, qui a 40 ans d'existence, avec 2000 personnes à chaque course et des retombées économiques importantes sur la commune et le territoire, et avec 110 bénévoles. Et cette année, lors de l'Assemblée générale, le président de la communauté de communes récompensera les 11 pilotes licenciés du club de Batte-Foldance. Batte-Folle Patrimoine, donc président Bernard Conchard, davantage axé sur la restauration du petit patrimoine. Cette année, afin de récupérer des fonds, un concert sera donné avec Xavier Renard sur l'esplanade du château le 8 août 2025. Le club de gym, présidente Marinette Tessandier, je l'ai vu, voilà Marinette. Donc c'est du yoga tous les lundis à partir de 20h. Et le club organise aussi des randos, et notamment avec la commune, une randonnée pour apporter un soutien au comité féminin d'Ordogne pour le dépistage du cancer du sein. Le comité des fêtes, président Priva-Vézine, voilà, c'est le nouveau président. Donc une belle réussite dans l'organisation des 2 marchés de producteurs locaux, plus de 800 repas. Et pour notre fête de la Saint-Cloud, 250 repas à moules frites le samedi et 510 casse-croûtes et repas du midi pour la foire. Les gens qui s'aiment. Présidente Céline Desmarchands. Alors attention, hein, qui s'aiment, c'est les gens qui sèment des graines, hein, pas qui s'aiment. Donc l'association offre une gamme variée de loisirs
Elle se donne pour mission de lutter contre l'isolement en créant des opportunités pour les personnes de tisser des liens sociaux. C'est ça à peu près. Donc il y a eu de 80 à 100 personnes à chaque repas que tu as organisé. Rural Expo, donc présidente Manon Dubost, mais je pense qu'elle n'a pas pu venir ce matin. Donc c'est des journées de partage basées sur l'artisanat d'art et la créativité, avec une trentaine d'exposants et 100 € aussi, 100 personnes, excusez-moi, 100 personnes aussi présentes à chaque repas. Parce qu'en dessous, je voyais. Donc la section pétante, donc représentant Jean-Pierre Bosch. Voilà, Jean-Pierre. Donc 12 licenciés au club. Et dont le doyen est âgé de 91 ans. Donc je le connais bien parce que c'est mon beau-père. Donc Papou, vous pouvez vous lever, parce qu'à 91 ans encore, hein, vous avez une de ces ténacités, je pense qu'on peut l'applaudir. Et donc il y a 2 boulodromes qui peuvent accueillir une cinquantaine d'équipes. La sophrologie, Laetitia Debréja, qui n'a pas pu être là aussi aujourd'hui, donc qui offre des séances le premier samedi de chaque mois. Et la société de chasse, le président donc Gérard Debé, avec une trentaine de chasseurs, très actifs. Attends, non mais je finis, Gérard, tu pourras dire plus tard. Très actifs dans notre commune. Ils participent à la régulation du gibier, entre autres les sangliers, par rapport aux dégâts sur nos cultures. Je pense que tu voulais saluer Louis. Saluer mon prédécesseur qui a été 33 ans président. Mais on l'a déjà salué, tu n'étais pas présent, mais l'an dernier, on lui a fait un hommage à Louis. Voilà, donc tu peux le faire aussi. On peut applaudir Louis. Donc un grand merci pour votre dévouement et votre implication dans la vie municipale et surtout pour le bénévolat. Vous avez tout notre soutien pour votre investissement. Vous êtes les poumons de notre commune. Et on peut les applaudir bien fort pour leur engagement. Parce que 12 associations, c'est beau. Donc je vais vous lister rapidement les manifestations pour 2025 que vous retrouverez sur Panneau Pocket. Je les mettrai aussi sur Panneau Pocket. Mais il y en a tellement que j'ai l'impression que je vais vous ennuyer un peu. Mais je vous les liste quand même. Donc 15 février, AG de l'autocross. 21 février, AG des gens qui s'aiment. 22 février et 20 juillet, le repas de la chasse. Le 15 mars, repas de tartiflette du foyer laïque. 22 mars, repas mic petit salé, Batfol Patrimoine. 29 mars et 3 mai, concours de pétanque UFOLEP. 26 avril, Rural Expo, marché créateur et exposition de l'atelier mosaïque. 8 mai, brocante du comité des fêtes et randonnée club de gym. 14 juin, démonstration aéromodélisme. 5 et 6 juillet, l'autocross FFSA. 14 juillet et 11 août, marché des producteurs, le comité des fêtes. 8 août, concert au château, Batfol Patrimoine. Le 6 et 7 septembre, autocross UFOLEP. Le 13, 14, 15 septembre, la fête et foire de la Saint-Cloud, ça c'est le comité des fêtes. Le 14 octobre, rando octobre rose avec le club de gym. Le 6 décembre, téléthon, autocross et atelier mosaïque. Le 7 décembre, Rural Expo, marché de Noël, exposition des œuvres de l'atelier mosaïque. Et le 14 décembre, Noël des enfants, foyer laïque. Une année 2025 bien remplie. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail, hein, mais c'est pour ça que le bénévolat, c'est important. Mes remerciements, maintenant ça va être le moment des remerciements. Donc mes remerciements vont aussi au corps des sapeurs-pompiers, donc lieutenant Wolf, c'est gentil d'être venu, pour leur dévouement lors de leurs interventions dans la commune. Notamment lors d'une intervention qui s'est montrée dangereuse pour 2 jeunes sapeurs-pompiers. Et je veux leur dire mon admiration pour leur courage et leur patience. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci aussi aux gendarmes qui veillent discrètement mais régulièrement à la sécurité dans le village. Merci à l'État, au conseil départemental, à la communauté de communes qui participent par leur aide, leurs conseils et leurs subventions à l'élaboration et la réalisation de nos projets, aux divers services de la communauté de communes qui sont toujours à notre écoute et savent nous apporter avec compétence et gentillesse leur aide. Donc le service urbanisme avec les dossiers complexes. Je regarde M. Malo parce qu'on a des dossiers assez complexes en ce moment.
Donc l'habitat, et un grand merci à la permanence du bus itinérant France Service, qui est présent pour vous accueillir une fois toutes les 3 semaines sur la place de la salle des fêtes, pour vous aider dans vos démarches administratives. Pour cette année, il y a eu 59 usagers et 107 démarches. Je trouve que c'est très bien pour Batfall. Donc merci à Aurore Guizot, la conseillère coordinatrice, et qui est aussi habitante de Batfall Dance. Donc je l'ai vue, elle est quelque part par là, voilà. Donc je remercie aussi le syndicat mixte d'alimentation en eau potable qui intervient toujours avec efficacité pour s'occuper des problèmes qui peuvent se rencontrer donc sur la commune et sur nos réseaux d'eau potable. Et j'en profite aussi pour remercier le SD24, c'est pareil pour tout ce qui est électricité dans la commune. Donc maintenant, je tiens à remercier l'ensemble du personnel municipal et son implication de tous les jours et son professionnalisme, qui, comme vous le savez, sur les petites communes, sont amenés à être polyvalents et à s'adapter à toutes les situations. Ils sont tous beaucoup sollicités dans des domaines divers et variés, parfois même au-delà de leur domaine de compétences. Et malgré cela, les missions qui leur sont confiées sont toujours menées à bien. N'est-ce pas? Donc notre secrétaire de mairie, Marie Boyer, tu peux te lever Marie, parce que je ne sais pas si que tout le monde vous connaisse. Donc nos agents techniques, alors Céline, elle est moitié administrative, moitié technique, tu peux te lever aussi. Céline Desmarchands, Laurent Chapon, Michael Mondemoulinet, et la Louf. Marcel Tettelin. Et nous avons Virginie Lapouillade pour les remplacements de l'agence postale, mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et je remercie maintenant infiniment l'ensemble de l'équipe municipale qui ne ménage ni son temps ni son énergie pour le bien-être de la commune. Merci aux adjoints. Christian Rouland, premier adjoint, pour son implication dans les travaux de la voirie, qui en ce moment sont assez complexes. Je crois que c'est assez chaud là. Et Bernadette Latour, la deuxième adjointe, pour son aide dans certains dossiers. Voilà, je pense que vous pouvez les applaudir. L'ambition que nous portons avec l'équipe municipale est et restera en 2025 de vous être utile. En partant de vos difficultés, de vos besoins, mais aussi de vos projets et de vos initiatives. C'est cette ambition qui définit nos priorités pour vous accompagner au mieux au quotidien, pour renforcer le dynamisme de Batfall Dance, afin que notre commune reste un village où il fait bon vivre. Pour l'heure et pour conclure, au nom de tout le conseil municipal et en mon nom, j'adresse à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux de belle et bonne année 2025 pour vous-même et pour vos proches. Donc avant les discours de nos élus invités et avant de vous laisser et de vous inviter à partager le verre de l'amitié, donc on prendra un temps parce que j'ai des distinctions à remettre à des personnes très méritantes. Voilà, je vous souhaite encore une très bonne année 2025. Je vais passer la parole à Francine. Oui, d'abord pour le conseil départemental. Merci, merci Sylviane, merci Madame le maire. Mesdames, merci, bonjour au conseil municipal. Monsieur le député, monsieur le président de la communauté de communes, conseiller départemental, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants des pompiers, mesdames et messieurs les représentants d'associations, et j'ai vu qu'ils étaient nombreux, et mesdames et messieurs. Donc moi je vais me borner à vous parler un petit peu du département et assez rapidement parce que voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Alors, je suis toujours l'oiseau de mauvais augure, et encore cette année, et encore plus, je dirais, cette année. Donc, la situation financière de notre département, comme celle de nombreuses collectivités, n'est pas très très bonne. Vous savez que, de plus en plus, l'État se désengage et n'assume pas ses compétences, à savoir donc qu'il devait compenser
par des dotations, notamment les compétences qu'il attribue, et il le fait de moins en moins. Donc, pour le département, ça s'est soldé par un manque à gagner de 50 millions d'euros cette année. Et donc, effectivement, c'est compliqué. Alors, les dépenses, comme dans toutes les collectivités, les dépenses augmentent et les recettes diminuent. Alors, les recettes du département, c'est compliqué parce qu'il n'y en a plus. Donc, les recettes, tout simplement, le département ne prélève plus l'impôt. Voilà, donc vous n'aurez pas d'augmentation d'impôt au niveau du... Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, je ne sais pas si c'est franchement une bonne nouvelle. Alors, le département ne prélève plus l'impôt. La seule source de financement, c'est ce qu'on appelle les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux. C'est quoi les DMTO? C'est quand vous allez chez le notaire pour faire des transactions immobilières ou des successions. Donc, les taxes qui sont prélevées, une partie de ces taxes revient à l'État et une partie revient au département. Alors on a eu la chance malheureusement il y a eu le Covid, mais de ce côté-là, ça nous a aidés financièrement parce que beaucoup de gens sont venus et ont acheté des maisons ici, donc les transactions immobilières ont augmenté. Et du coup, en 2022, on a atteint 91 millions d'euros, ce qui n'avait été jamais atteint. Évidemment. Mais malheureusement, en 2024, on va revenir à ce qui est la normalité, c'est-à-dire 50 millions d'euros. Donc on perd également 40 millions. 40 plus 50 de l'État, ça fait déjà 90. Donc vous comprenez que c'est un manque à gagner important. Donc suite à ça, il y a les dépenses qui augmentent et qui continuent à augmenter. Donc les principaux postes de dépenses du département, ce sont ce qu'on appelle les aides sociales, qui représentent aujourd'hui 40% du budget de fonctionnement de notre département. Donc, c'est-à-dire 287 millions d'euros tout confondu. Donc là-dessus, moi, sur ces 287 millions d'euros, je veux attirer votre attention sur deux postes qui, pour moi, me semblent fondamentaux. Le premier, c'est l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, l'aide personnalisée à l'autonomie, qui, pour la première fois, va atteindre 100 millions d'euros. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est un département, le troisième département de France le plus âgé. Donc on est ravis d'avoir des personnes âgées qui nous aident beaucoup, surtout dans nos associations, qui sans elles, effectivement, les associations auraient beaucoup de mal à fonctionner. Mais cependant, et on est un département touristique, un département où il fait bon vivre, et les personnes âgées viennent facilement chez nous à la retraite. Cependant, quand on vieillit, des fois la maladie nous rattrape et on a souvent besoin d'avoir de l'APA. Voilà, donc aujourd'hui il y a 14 500 allocataires en Dordogne et pour la première fois le budget atteint 100 millions d'euros sur les 287 dont je vous ai parlé. Et le deuxième poste qui est à mon sens très inquiétant, c'est l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, c'est 85 millions d'euros aujourd'hui, jamais atteint non plus. C'est 1700 enfants qui sont sous tutelle et à la charge du département. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup, j'en parle presque tous les ans, mais la croissance malheureusement sur les 10 dernières années est exponentielle et je ne sais pas si ça va s'arrêter, mais en tout cas c'est significatif d'un problème de société, je crois. Voilà, donc alors après est-ce que c'est au département de payer ce genre de choses, je ne sais pas. Voilà, donc en tout cas voilà ces deux postes-là au niveau des aides sociales. Alors dans les compétences obligatoires du département, il y a également la modernisation des collèges, il y a 28 collèges dans le département, donc aujourd'hui c'est 4,5 millions qui ont été mis en 2024 sur notamment la rénovation énergétique. Il y a également les routes pour 35,5 millions d'euros qui ont été mis sur 2024, une partie en investissement et une partie dans le fonctionnement, dans l'amélioration des routes. Et il y a également le SDIS, donc, qui est une compétence aussi obligatoire. Donc beaucoup de départements aujourd'hui n'aident plus ou n'augmentent plus en tout cas les dotations au SDIS. Alors nous on a encore fait le choix de l'augmenter de 3% cette année, ce qui veut dire que le budget va atteindre 21 millions d'euros pour le SDIS. Voilà. Ensuite, pour ce qu'on appelle les compétences obligatoires. Après, il y a des compétences qui ne sont pas obligatoires que le département a souhaité assurer aujourd'hui, notamment l'aide aux communes. Donc l'aide aux communes, jusqu'à maintenant, on aidait jusqu'au mandat précédent, le département a aidé les communes sur tout projet d'investissement. Sur ce mandat-là, on nous a diminué les budgets et nous avons dû sélectionner un projet par commune. Voilà. Donc on a malheureusement, voilà, tu as été aidé, tout le monde, mais on n'a pas pu faire davantage.
Je sais que Germinal Perros souhaite maintenir cette aide aux communes sur les prochains. Alors cette année 2025 sera une année blanche. Et donc sur 2026-2028, je sais qu'il souhaite le maintenir, mais en aura-t-il les moyens? Ça, je ne sais pas. Voilà, donc en tout cas, c'est un souhait. La fibre, tu en as beaucoup parlé. Effectivement, alors la fibre, le département aide à donner 10 millions d'euros sur la fibre en 2024, 7 millions et demi seront mis en 2025, soit quand tout le département aura été fibré, ça sera 60 millions d'euros qui auront été investis sur la fibre. Voilà. Donc c'est nécessaire, la fibre c'est fondamental pour nos entreprises, nos artisans et nos entreprises pour les implanter, même en milieu rural bien sûr, et aussi pour le tourisme puisque vous avez souvent des gîtes et il est évident que pour louer des gîtes aujourd'hui, il faut avoir une connexion internet qui fonctionne. Voilà. Donc la fibre c'est important et le département a investi là-dessus. Voilà. Donc ensuite la situation financière. Donc il faut quand même savoir qu'aujourd'hui il y a en France 12 départements qui sont sous tutelle. Bon alors nous on n'en est pas là. Par contre en termes de situation financière, donc la capacité d'autofinancement brut du département, c'est-à-dire recettes moins dépenses, a diminué sur 2024 de 10 millions. Et la capacité d'autofinancement net, c'est-à-dire recettes moins dépenses moins les emprunts, pour la première fois depuis l'existence du département, est négative. Donc on arrivera à moins 3,6 millions d'euros. Donc face à ça, le département a dû prendre des mesures. Alors il y a beaucoup d'associations ici. Donc la première, c'est une réduction de moins 30% des subventions aux associations. Voilà, voire moins 50 parfois, mais bon, en général c'est moins 30. Bon, pour celles qui ont des salariés, ben, voilà, il va falloir anticiper, ça va être peut-être un peu compliqué. La deuxième mesure qui a été prise, c'est le non-renouvellement des agents à hauteur de 40 agents par an pendant au moins 5 ans. Voilà. Donc les départs à la retraite, notamment, ne seront pas renouvelés à hauteur de 40 agents par année. Ensuite, effectivement, il y aura des restrictions sur le fonctionnement, donc des économies sur le fonctionnement et certains investissements, évidemment, qui ne seront pas réalisés. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en termes de chiffres. Et puis maintenant, je voudrais vous faire un point, parce que je sais que plus personne n'y comprend rien, sur Benac. Alors, je vais essayer de vous résumer en 5 dates. Benac. Donc Benac 2018, Anne Gaëlle Baudouin-Claire, on va y arriver, est partie, et avant de partir, a signé donc le démarrage, je vais dire, de ce qu'on a appelé le projet de déviation de Benac. Donc, vous avez vu la construction des piles qui ont émergé, voilà, on voit partout ces fameuses piles, et ensuite il y a eu des petits aménagements routiers autour. Donc à l'heure où je vous parle, il y a eu pour 26 millions d'euros de travaux qui ont été engagés. Suite à ça, il y a eu des associations d'opposants qui se sont opposées. Donc pour des raisons environnementales, écologiques, mais pas que, également aussi pour tous des problèmes administratifs qui ont été respectés ou pas. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est la justice qui le dira. Donc ces associations se sont donc opposées et elles ont gagné. Donc en un premier lieu, elles ont été condamnées. On a été condamné, le département, en 2023, a versé à ces associations d'opposants 489 000 euros, qui correspondaient aux journées d'astreinte, puisque vous savez que comme on n'avait pas démoli, parce que oui, j'ai sauté une étape, on a été condamné à démolir donc les piles, donc ce qui n'a pas été fait. Donc suite à ça, donc il y a des astreintes qui ont couru à hauteur de 3 000 euros par jour. À partir de là, comme on n'avait toujours pas démoli, la sentence est tombée, donc il a fallu rembourser 489 000 euros. Ces 489 000 euros ont été payés aux 3 associations d'opposants, équitablement. Donc le temps passant, on n'a toujours pas démoli, et en avril 2024, le département a été condamné à payer 1 433 000 euros d'astreinte, toujours. Mais de 3 000, elles étaient passées entre-temps à 5 000 euros par jour. Donc 1 433 000 qui se répartissaient de la suite ainsi 933 000 au niveau pour l'État et 500 000 pour ces fameuses associations d'opposants. Donc les 3, voilà. Donc sur ce, le département a pensé qu'effectivement ça pourrait pas continuer. Donc il a fallu penser à un nouveau modèle et à une nouvelle, ce qu'on a appelé la boucle multimodale. Donc là, on ne parle plus uniquement de la déviation de Benac,
mais de l'ensemble, un aménagement, donc comme son nom l'indique, d'une boucle multimodale. Alors c'est quoi? C'est une boucle qui passe par la gare de Ferrac, le château de Ferrac, le château des Milandes, le château de Castelnau, pour revenir ensuite donc sur Bénac. Et là, il s'agit de faire des aménagements pour répondre un petit peu à l'attente donc des associations d'opposants, des aménagements donc prenant en compte l'environnement, notamment donc avec des pistes cyclables, avec des navettes électriques, avec des aménagements de chaussées donc tels que des chaussées doux et autres. Bon, c'est assez technique, mais bon, voilà. Et là, ce nouveau projet coûterait 51,2 millions d'euros, mais il reprendrait les piles existantes. Le préfet Jean-Sébastien Lamontagne est donc parti le 5 novembre 2024 et avant de partir, donc, il a autorisé donc, la construction de cette boucle multimodale. Donc aujourd'hui, on est dans une situation que je qualifie moi d'absurde, donc à savoir d'un côté l'État a autorisé effectivement la création de cette boucle multimodale et le lancement. Et de l'autre côté, vous avez toujours le recours en justice qui continue pour la démolition. Donc ce qui veut dire qu'au pire, on pourrait être amené à être condamné à démolir pour reconstruire. Voilà. Voilà, c'est la fin de l'épisode Bénac, du premier épisode ou du deuxième, j'en sais rien. Donc il y aura sûrement une suite, voilà, et que personne ne connaît aujourd'hui, évidemment. Voilà ce que je voulais vous dire sur Bénac et sur le département. Donc il me reste, et je crois que vous l'avez tous vu, à vous inviter à nos vœux personnels, Dominique Bousquet et moi. Alors jusqu'à maintenant tous les vœux que nous avons faits, c'était avec vos impôts. Là, ça sera avec notre argent à nous et on sera ravis de vous accueillir comme chaque année. Je le précise parce que j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux qui m'ont pas trop fait plaisir. Voilà. Mais j'en ai l'habitude, ça fait 5 ans que je subis ça, donc c'est pas grave. Donc, de toute façon, voilà, ce que je voulais dire, c'est que on est ravis, le mois, vous nous accueillez dans on est passé, on a les 36 presque communes de notre charmant canton. On est ravis d'être parmi vous et cette fois, ça sera à nous de vous accueillir et de vous inviter. Il me reste à vous souhaiter une excellente année, une bonne santé et puis de bien vivre à Bas-de-Folle, mais ça on en est sûr parce qu'il y a beaucoup d'animations, on vient souvent et on est très très bien accueillis. Merci pour votre attention. Ma chère Sylviane, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables des associations, et il y en a beaucoup, mesdames et messieurs les agents de la communauté de communes, mesdames et messieurs. Donc, tu as déjà un petit peu décrit les actions de la communauté de communes, et je t'en remercie. Hein, tu as dit qu'on essayait d'accompagner les communes dans leurs projets. Alors, la communauté de communes n'est pas une super collectivité, n'est pas une super structure, comme le disent certains, c'est simplement quelqu'un qui accompagne les projets des communes et qui essaye, et qui est de plus en plus d'ailleurs mis à contribution, car comme Francine l'a dit, l'État se désengage et le département n'a plus beaucoup les moyens d'aider tous les projets. Donc la communauté de communes essaye de faire ce qu'elle peut, tout en préservant, et j'ai mon directeur financier qui est là, des finances à peu près saines, pour pas qu'on soit demain dans la même situation que le département ou l'État. L'État qui cherche désespérément 60 milliards et le département qui a une épargne nette négative. Voilà, donc on agit dans 3 domaines. Premier domaine, c'est l'économie. Alors là, j'ai une des vice-présidentes, c'est Francine qui est vice-présidente à l'économie et qui fait tout ce qu'elle peut pour essayer que notre territoire soit attractif. On a donc pas mal acquéri de foncier. Alors, le foncier, les zones d'activité, ben, c'est un peu dans les centralités, hein, essentiellement Terrasson, après Thonon, un peu Hautefort, et on essaye d'installer des entreprises et on réussit un petit peu à avoir installé un peu de monde et de créer des emplois. Alors après, tout ça, c'est un peu contradictoire avec l'urbanisme et la sobriété foncière, où d'un côté on nous pousse suite aux papeteries, les procédures de rebond industriel, l'État a mis 2 millions, la région 1,5 million, le groupe Lecta 1,5 million. Donc par certains côtés on monte des grands projets pour installer des entreprises, on est dans le territoire d'industrie, enfin.
il y a beaucoup de choses qu'on fait et parallèlement on nous dit il faut plus consommer de terrain. Donc c'est des fois là aussi la quadrature du cercle et on ne sait pas trop comment on fait. Mais on y arrive quand même, puisque TRS c'est 100 emplois, Terrasson, Mondial Relais, ils étaient une 50aine en décembre, là ils vont être un peu moins, puis après ça va encore s'agrandir. Voilà, on a 2-3 grosses entreprises, la semaine prochaine on monte à Paris, où on a des contacts aussi avec tous les Périgord Développement, Périgord Initiative, tous ceux qui nous accompagnent, pour essayer d'installer du monde. Ça, c'est le gros volet, les zones d'activité et amener du monde. Après, de façon plus locale, on a un fonds économique qui a commencé à 100, 150, on était à 200 cette année, on sera à 250, il y a le monsieur qui hoche la tête, là, il sait ce que c'est. Voilà, donc on accompagne toutes les activités des entreprises de moins de 10 salariés, hein, que c'est de l'immobilier d'entreprise, que ce soit des aides à l'installation. Donc il y a plus de 100 petits commerçants, moyennes entreprises qui ont été aidés. Et ce qui me fait plaisir, parce que là aussi on cherche toujours ce qui ne va pas, il y a des questions qu'on m'a posées. On m'a dit mais il y en a combien qui restent? Et donc le responsable de l'économie, Stéphane Derus, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui travaille aussi avec Francine, Stéphane, il m'a dit, eh ben, sur les 100, il y en a 99 qui existent toujours chez nous, et la 100e, elle est s'installer ailleurs, mais elle existe toujours. Donc, ce qui prouve que les aides, les 200 et 250 000 que l'on met, ne sont pas de l'argent foutu en l'air, et qui participent, il faut que je m'approche du micro, mais d'habitude, j'ai une grosse voix, alors des fois, on me dit de parler moins fort, mais bon, là, c'est un des plus forts. Donc, voilà, donc ça participe. L'État, encore un exemple que l'État se désengage. On était, monsieur le député, en zone de revitalisation rurale, et bon, la loi a changé. On n'est plus en ZRR, on est en FRR. Alors, on a le droit de continuer les mêmes procédures d'exonération de foncier, de CFE, contribution foncière économique, voire d'impôt sur le revenu pendant 5 ans, mais la seule différence, c'est que maintenant, elle doit être volontaire à la fois des gens qui demandent et volontaire de la communauté de communes qui peut décider ou pas de prendre en charge cette procédure. On a pris par délibération le maintien de cette procédure, mais la seule différence, c'est qu'avant, ces exonérations étaient compensées par l'État, aujourd'hui, elles ne le sont plus. Ce qui veut dire qu'on a gagné sur ce coup-là 80 000 euros de dépenses supplémentaires. Alors c'est dans l'intérêt de l'économie, on le fait, mais à force de mettre des dépenses dans tous les sens, on est bien obligé de réfléchir à quelques recettes si on veut avoir des fonds. Et on va te dire pourquoi on essaye de faire une petite cagnotte, c'est pour revenir sur les communes. Alors ça, c'est le premier domaine dans lequel on travaille, que j'ai un petit peu développé. Le deuxième, tu l'as fait pour moi, c'est tous les services à la population qu'on maintient, mais tu l'as pratiquement dit. Bon, il y a Aurore ici, c'est les France Services, c'est l'urbanisme, c'est la politique habitat, c'est les centres d'accueil de loisirs. Alors ça, je peux développer un peu, puisque le centre d'accueil de loisirs, quand on a fait ensemble les premières réunions, c'était pas gagné. Tout le monde, c'était même un peu dire il faut pas le faire. Voilà, et on n'avait que des coups à prendre. Alors, on prend des coups souvent, mais bon... on les a pris, je fais le gros dos dans ces cas-là et souvent ça passe. Donc aujourd'hui, c'est même l'inverse, on prend des coups parce que ça marche trop bien. Voilà, avant on prenait des coups parce que bon, on nous disait qu'on faisait quelque chose qui ne marcherait pas, et maintenant on se fait engueuler parce que ça marche trop bien. Alors c'est pas négligeable ce qu'on a mis là-dedans. Alors d'abord le fonctionnement, c'est 84 000 euros par an. Léo Lagrange que la communauté de communes finance, mais c'est dans l'intérêt du pays. Mais bon, c'est des choses nouvelles, donc il faut bien qu'on trouve de l'argent quelque part. L'investissement, c'est 70 000 euros que l'on a mis, même si on a été accompagné un peu par la CAF, c'est 70 000 euros pour le bâtiment, et encore, on est un peu environnemental écolo, on a fait un aménagement des espaces verts avec du goudron filtrant qui permet à l'eau de pénétrer, et c'est pour ça que l'agence de l'eau nous a accompagnés, et là on a mis 18 000 euros de plus. Donc vous voyez, rien que sur... dans les petites communes ou moyennes communes comme Batfol, on met des investissements importants chaque année. Eric, on t'accompagne aussi sur l'investissement de l'autocross, ça fait partie de nos compétences. On a 3 sur les sports de pleine nature, il y a 3 domaines. Il y a le bicross à Terrasson,
il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien, mais il faudra qu'on y pense. Pourtant, Gérard, en ton temps, c'est vous qui l'aviez lancé, toutes les haltes nautiques. Donc il y en a sur Terrasson, il y en a sur l'Eau-Vézère. Ça, on ne s'y est pas assez impliqué. Il faudra un jour réfléchir aux retombées économiques et touristiques des haltes nautiques. Et donc, après, il y a l'autocross. C'est les 3 domaines sur lesquels on agit sur les sports de pleine nature. La fibre optique dans les services, l'État, le département, la région mettent de l'argent, mais nous, ça a l'air de rien, mais on met 170 000 euros par an pour finir plus rapidement la desserte de l'ensemble. Donc, au niveau des services, et alors, là, c'est tellement évident que c'est rentré dans les habitudes qu'on ne le cite même plus, même si c'est le plus gros budget, les aides à domicile et le portage de repas qui sont bien indispensables pour garder les personnes âgées chez nous, on est à 500 000 euros par an. Ce qui, si on le mettait en francs d'autrefois, ça ferait encore plus. Mais 500 000 euros, c'est déjà beaucoup. Et cette année, on va restructurer tout ce service. Alors j'espère que cette grosse machine qu'on va créer, ça sera dans l'intérêt des bénéficiaires, puisqu'il faut associer les soins infirmiers à domicile avec les aides à domicile. Et vous allez profiter de ce changement, puisque jusqu'à présent, c'était Exideuil qui faisait le soin infirmier à domicile chez vous, et maintenant c'est les Terrassonnais, c'est le soin infirmier de Terrasson qui va être regroupé avec les aides à domicile dans un grand SAD, et ça sera le service de Terrasson qui va venir ici à la place d'Exideuil. Par contre, sur Tenon, ça sera la SAD de Cubjac, et ils vont perdre Terrasson et on va aller sur le pays de Fénelon. Donc là, il y a toute une grosse réorganisation des soins infirmiers à domicile. Donc vous voyez, au niveau des services, la communauté de communes, au départ, on ne sait pas trop à quoi ça servait, mais je crois que ça sert partout et ça finance partout. Donc c'est une grosse machine qui devient de plus en plus lourde. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, mais l'assainissement, j'ai oublié l'assainissement. Mais oui, c'est le plus gros budget et je l'oublie toujours. Puisque... et c'est un budget compliqué et pas trop équilibré. Celui-ci, il faut qu'on fasse attention. Donc, on a commencé par la station d'épuration de Fosman, c'est 1,5 million, chaque fois ça chiffre. Après, on a fait celle de Terrasson, 5,5 millions. Alors, à la fois, c'est pour la population de Terrasson-Cublac. Cublac, qui paye, mais c'est pour l'ensemble. Et ça maintient aussi l'activité économique des fermiers du Périgord, puisque là, il y a plus de 100, 120 ou 130 emplois. Et la pérennité de cette entreprise passait aussi par les raccorder à une station d'épuration. Voilà, donc tout ça c'est fait. À Terrasson, maintenant, il y a les réseaux à revoir, il y en a pour 6 millions. C'est pas rien. Pérignac, il faut refaire la station. Enfin, c'est des gros budgets qui sont de notre compétence. Alors, on a un peu augmenté la redevance, mais de façon modeste. Au départ, la redevance pour 120 mètres cubes, par exemple. Les moins chers, c'était la Feuillade, Aurillac du Périgord, ils étaient à 180 € pour 120 mètres cubes. Les plus chers, bon, on n'est pas très loin de Saint-Orse, mais bon, je vais pas c'est pas une critique. Saint-Orse était pas loin de 500, il était à 450 € pour 120 mètres cubes. Donc on a fait la moyenne de tout ça, et on est à 330 aujourd'hui. Alors ceux de 450 qui sont à 330, ben, ils n'ont rien dit, mais ceux de 180 qui sont passés à 330, ils trouvent que ça coûte plus cher. Voilà. Mais c'est les avantages et les inconvénients de la mutualisation et de rendre de services sur le territoire. Et dernier volet dans lequel on agit, c'est l'aide aux communes. Alors c'est la défense incendie, tu l'as dit, c'est accompagner les uns et les autres dans leurs projets. On a un service ingénierie quand vous avez besoin d'aide et de conseils, ce qui soit pour rechercher les subventions, on est à votre disposition. Et là, vu qu'on a à peu près, malgré tout, des finances saines, je remercie Nicolas Arem, qui me brime souvent. Voilà. J'ai pas le droit de dépenser là, j'ai pas le droit de faire ci là, voilà, ok. Mais l'avantage de tout ça, c'est qu'il y a un excellent reporté et que tout nouveau service, toute nouvelle dépense doit être équilibrée par une recette équivalente. On ne fait plus de cavalerie comme on a eu fait au début.
Voilà, donc on a pas loin de 2 millions d'euros de cagnotte. Alors 2 millions d'euros, c'est beaucoup et c'est pas grand-chose. Donc ce qu'on souhaite, c'est, puisque le département ne peut plus financer dans les cadres des contrats de projets communaux, que vous reteniez un dossier important par mandat, tous les 6 ans. Donc ça en ferait 6 par an. Et en 6 ans, 6 x 6, 36, ben c'est le nombre des communes de la communauté de communes. Mais là, si on met 150 000 euros par an, sur un mandat, ça fait 900 000. Quand j'ai dit que j'avais 2 millions de réserves, mes successeurs, ils n'auront pas grand-chose si je crame 900 000 euros tous les mandats, mais il faut espérer qu'il y aura des recettes nouvelles par les choses que l'on fait. Donc voilà l'action de la communauté de communes, et on accompagnera aussi, puisque Francine l'a dit, le département est obligé de baisser son aide aux associations, on essaiera de compenser la baisse du département au niveau associatif. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à vous dire bonne année 2025. Entre les plus et les moins, on essaiera que notre territoire soit toujours attractif et on essaiera de se battre pour qu'il avance. Mais tout ceci, c'est à la main dans la main avec les élus. La communauté de communes n'est pas une collectivité particulière. C'est un EPCI, c'est un établissement public de coopération intercommunale qui doit trouver son équilibre entre tout le monde. Voilà, bonne année, merci. Bon, vous êtes nombreux à nous interpeller, parlementaires, sur l'attitude et la manière dont les choses peuvent se passer à l'Assemblée. Alors, souvent à juste titre, parce que je déplore très souvent, moi aussi, l'attitude de certains collègues, mais tout ça est mis peut-être un peu trop en boucle et en avant par les médias et notamment les chaînes d'information continue qui, forcément, sur 5 minutes de frasques, tournent en boucle et viennent emmener une image assez déplorable d'une institution qui est très importante aujourd'hui, qui l'a toujours été, mais qui est très importante, et devant laquelle, au vu de la situation, parce qu'on a quand même eu une décision assez incompréhensible encore aujourd'hui de notre président de la République, à savoir la dissolution, qui a fait plonger notre pays et l'Assemblée nationale dans une crise politique importante. Nous nous retrouvons, parce que la Ve République a été construite pour avoir une majorité absolue, et puis avec une alternance droite-gauche, et là, nous avons 3 blocs, sans majorité, et avec l'obligation de trouver des consensus. Ce que nous ne sommes pas habitués à faire à l'Assemblée, et nous allons devoir changer, nous parlementaires, nos pratiques pour pouvoir y arriver. C'est quelque chose qui est essentiel. Ce sont des choses qui se passent dans les pays voisins. Les Italiens le font, les Allemands le font, les Pays-Bas le font, la Belgique le fait, et nous allons devoir nous le faire. Bon, ce sont des choses qui, la plupart des textes, sont adoptés avec une majorité à l'Assemblée. Bon, forcément, les questions de budget sont des moments de tension plus importants. Nous avons eu, je voulais illustrer avec un texte notamment, nous avons eu l'honneur avec mes collègues sénateurs, en mars dernier, d'aller à Versailles pour le Congrès et de pouvoir inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG. Et nous avons fêté, il y a une semaine, les 50 ans de la loi Veil. Alors c'est quelque chose qui peut sembler, enfin certaines personnes en tout cas en contester la nécessité, mais quand on voit qu'il y a 21 États aux États-Unis qui ont justement remis en question le droit à l'IVG, il y a de nombreux pays européens qui le font, je crois que c'était un message essentiel envoyé à toutes les femmes du monde entier, que ce droit soit préservé. Nous allons commencer demain, parce que je prends le train ce soir pour Paris, et nous commençons demain le budget de la sécurité sociale, le PLFSS, qui est le budget qui a fait tomber le gouvernement Barnier. Donc nous sommes en 2025 aux 80 ans de la création de la sécurité sociale. Et à un moment où le pays était complètement en ruine, où la situation économique était désastreuse, nous avons réussi à créer, ce qui est quand même une fierté dans le monde entier, la sécurité sociale. Là, nous avons un enjeu majeur, parce que cette sécurité sociale, et vous l'avez évoqué, avec le vieillissement de la population notamment, a des frais qui sont beaucoup plus conséquents.
Et on se retrouve et avec une baisse des naissances, et d'un autre côté avec un vieillissement de la population, et une augmentation des maladies chroniques. Et donc nous allons devoir trouver de quoi financer aujourd'hui cette sécurité sociale. Parce que quand on se retrouve avec des hôpitaux dont le budget aujourd'hui ne répond pas à l'inflation, quand on sait qu'on a 85% des EHPAD qui sont en déficit aujourd'hui, il va falloir clairement que l'on trouve des solutions et que l'on ne laisse pas les collectivités locales devoir prendre la charge de ça. Et je crois que c'est à l'État de devoir le faire. Et c'est un enjeu considérable parce qu'il y a une dette importante, mais il ne faut pas que cette dette repose sur les plus précaires et sur les classes moyennes. Il faut que tout le monde prenne sa part. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit le rapport d'Oxfam avec l'explosion des ultra-riches, je crois que c'est important que l'on arrive à trouver un juste équilibre là-dedans, que tout le monde y prenne sa juste part pour que nos collectivités locales et nos services publics puissent se maintenir. Je repère 3 chantiers sur lesquels nous allons devoir trouver un consensus dans les prochains mois. Le premier est celui de l'emploi. Il faut que les gens puissent vivre et bien vivre de leur travail, ce qui n'est pas le cas dans tous les domaines aujourd'hui, ce qui entraîne des difficultés de recrutement. Il faut ensuite que l'État puisse se donner les moyens de pouvoir répondre aux fermetures d'entreprises et d'usines. On l'a vécu l'année dernière avec les papeteries de Condat. Là, cette année, il y a Rougier à Sarlat. Et on se retrouve avec un État qui, devant ces décisions, n'a aucun moyen. Et quand on vote le budget de l'État, quand on donne des aides aux entreprises, on peut les donner sous conditions, ce qui aujourd'hui n'existe pas. Et je crois que ça va être nécessaire de pouvoir le faire. Et il va falloir, et ça on en a parlé sur la question de Condat régulièrement, il faut qu'il y ait une véritable politique de réindustrialisation de la France avec une cohérence. La question de Condat est de pouvoir maintenir en France une production de papier de qualité est quelque chose qui semble quand même tout à fait de bon sens et sur lequel, là pour le coup, je trouve que l'État n'a pas été à la hauteur des besoins. Le deuxième chantier est celui de la santé. Nous sommes dans un désert médical. On connaît la situation de nos hôpitaux. Un texte a été déposé à l'Assemblée nationale sur la régulation et l'installation des médecins. Alors, c'est un sujet qui pose question. Alors, quand on sait que 85% du territoire français est un désert médical, il n'y a pas énormément d'endroits qui sont mieux pourvus. Il y en a quelques-uns. Arcachon, Biarritz, la Côte d'Azur et certains quartiers parisiens. Donc, ce texte ne vient pas obliger un médecin à s'installer dans un endroit, mais empêcher un médecin de s'installer dans ces zones-là tant qu'il n'y a pas eu un départ à la retraite. Cette chose-là existe déjà pour les pharmaciens, pour les infirmières et pour les dentistes. L'idée est de pouvoir étendre ça au niveau des médecins et en plus de toute l'augmentation qu'il y a à faire au niveau des études, parce qu'il faut que l'on forme plus, que l'on forme autrement et peut-être que l'on déplace certaines compétences, ce qui est déjà le cas avec les infirmières. Le troisième sujet est troisième chantier est celui de nos paysans. On a eu l'occasion d'en parler en septembre. Les agriculteurs aujourd'hui sont en première ligne et de la libre concurrence, et on l'a vu avec la question du Mercosur. Ils sont en première ligne du dérèglement climatique, et là on le voit entre les épisodes de gel, de grêle, de sécheresse, de manque d'eau. Donc on a un véritable sujet là-dedans, et des maladies. Donc si on veut garantir aujourd'hui une alimentation locale et de qualité, il faut que l'on permette à nos agriculteurs de pouvoir vivre dignement de leur travail. J'ai été nommé, il y a quelques semaines, rapporteur de la loi du 11 février 2005, qui est la loi sous Chirac, qui a mis en place, c'est la loi handicap, qui a mis en place notamment la création des MDPH, le fait d'avoir un accompagnement pour les enfants en situation de handicap à l'école, et qui permet l'accessibilité de tous les bâtiments. Et puis tu as évoqué les travaux qui doivent être faits pour pouvoir mettre aux normes, voilà, sur les questions d'accessibilité. Alors on l'a vu avec les Jeux paralympiques, il y a eu des efforts qui ont été faits, et puis il y a des choses sur lesquelles ça bouge pas, ou ça prend du retard. Et donc là, avec
10 autres collègues députés, pendant 6 mois, on va faire le tour de la France pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les bons exemples, les mauvais exemples, et pour avoir un petit peu une feuille de route de comment on peut alors s'inspirer des bonnes situations, faire le point de ce qui ne va pas et comment on peut améliorer et comment on peut avancer de ce côté-là. C'est un grand chantier, ça sera l'occasion d'aller sur les territoires ultramarins, parce que tu as parlé de la question de Mayotte, mais ma grande question est comment un enfant handicapé à Mayotte a accès à l'école, a accès à du matériel par exemple, comment il peut avoir un fauteuil roulant, du matériel nécessaire. C'est une grande question. Je crois que si on veut un enjeu, et je crois que ça fait partie de la promesse républicaine d'avoir une égalité d'accès sur tout le territoire, et donc c'est un enjeu important et c'est ce qui va m'occuper là pour les prochains mois jusqu'à juillet, parce qu'on ne sait pas s'il y aura une prochaine dissolution. Donc on a un calendrier pour être sûr de pouvoir rendre cette mission avant éventuellement septembre, où on pourrait repartir en campagne. Et puis et on sait très bien, parce qu'il y a des textes qui se sont interrompus avec la dissolution. Il y avait un texte important sur la fin de vie qui a été interrompu. Il y avait une mission, et tu en parlais Francine, sur la question de l'aide sociale à l'enfance, parce que c'est pas qu'en Dordogne qu'il y a un sujet, c'est sur toute la France. On a je ne sais combien d'enfants, parce que faute de moyens, qui sont hébergés dans des chambres d'hôtel à 13 ans, sans aucun accompagnement. Et donc il y a une situation aujourd'hui qui est absolument désastreuse. Et quand on sait que la moitié des personnes SDF sont issues de l'aide sociale à l'enfance, on sait que ça a un coût. Et que toutes ces personnes, tous ces enfants que l'on n'aide pas rapidement dès les premiers jours, ça va avoir des conséquences sur leur vie, sur leur apprentissage, sur leur santé. Et donc, il y a des économies à faire sur le budget. On peut trouver des endroits, et si on arrive à faire de la prévention, je reviens un petit peu sur la question de la sécurité sociale, mais plutôt que de dérembourser certains médicaments, plutôt que de dérembourser des transports en VSL pour des personnes qui n'ont pas accès à un médecin à proximité. Quand on regarde le coût de la malbouffe, aujourd'hui, avec toutes les maladies d'obésité, de diabète, c'est 80 milliards chaque année. Le coût de la pollution avec toutes les maladies respiratoires, c'est 60 milliards chaque année. Donc si on arrivait à avoir une véritable prévention de ce côté-là, on pourrait faire, alors pas directement, mais sur du moyen terme, on pourrait faire des économies importantes. Et je crois que c'est le chemin sur lequel nous allons devoir collectivement avancer. Donc vous l'avez compris, les défis sont nombreux. Ce qui nous engage, nous, en tant que parlementaires, c'est, je pense, évoluer. Et puis on voit comment l'élection présidentielle vient toujours parasiter la politique en France. Et je crois que c'est important qu'à l'Assemblée nationale, on arrive à faire le pas de côté pour pouvoir avancer collectivement. Ce sont des choses que vous arrivez à faire, vous, collectivement, localement. Parce que quel que soit le bord politique, quand on a pour projet le bien commun et le bien vivre ensemble, on arrive à trouver des chemins. Et je crois que c'est le chemin devant lequel nous allons devoir collectivement avancer. Et voilà, je voulais vous adresser à toutes et à tous une très bonne année 2025. Merci. Donc je vous remercie pour toutes ces bonnes paroles. Et comme je vous l'ai annoncé, donc maintenant, on va faire des choses beaucoup plus réjouissantes. Donc, je vais remettre les médailles communales échelon argent. Donc, pour cela, je vais prendre mon écharpe parce que c'est quand même les valeurs de la République. Donc, alors Héloïse, viens m'aider, Héloïse, t'es mignonne. Donc tu me les donnes. Donc je vais appeler notre premier récipiendaire et je vais appeler Christian Rouland, notre premier adjoint. Attends, j'ai deux mots à lui dire d'abord.
Alors, Christian, élu depuis le 19 mars 83 jusqu'au 18 mars 2001, donc avec une interruption, et te voilà de retour le 19 mars 2020. Voilà. Donc, durant toutes ces années, tu t'es montré toujours très investi, notamment toujours, alors je te le redis à chaque fois, la problématique que tu rencontres dans la gestion de la voirie, mais pour ça, ça va, tu gères très bien, tu es champion de la voirie. Voilà. Et encore bravo pour ton assiduité à ce poste. Ton engagement en tant qu'élu au sein de la collectivité t'a permis de participer au développement de la commune, toujours volontaire, aussi dans le monde associatif. Donc la longévité de tes mandats répond aux critères pour la médaille d'honneur communale échelon argent. Et je suis très honorée de te remettre cette distinction. Merci. Par contre, il faut que tu ouvres ton blouson. Voilà, bravo. Alors, la seconde médaille, je vais appeler Francis Tessandier. Alors, Francis, tu as été élu du 25 mars 1989 au 28 mars 2008, 19 ans. Donc, tu as été conseiller municipal et adjoint. Et te revoilà aussi depuis le 23 mars 2020. Donc, durant tes mandats, tu t'es montré aussi très investi dans les commissions et les groupes de travail. Ton engagement en tant qu'élu t'a aussi permis de participer au développement de la commune. Ton implication au sein des associations, toujours avec assiduité, même si tu dis que tu vieillis, tu es toujours présent. Hein. Tu me dis toujours, ouais, je vieillis, je ne peux plus, mais tu es là. Bon. Et la longévité de tes mandats donc, répond aux critères d'attribution pour la médaille d'honneur communal échelon argent que je vais te mettre. Et je suis très honorée de te remettre cette distinction. Tu peux passer le diplôme ? Les médailles sont nombreuses, on en a 5. Et pour finir, pour les 20 ans, je vais appeler Priva Vézine. C'est ça, il faut pousser un petit peu. Alors, Priva, depuis le 18 mars 2001, tu as accompli 20 ans de mandat. Oui, t'as pas eu d'âge. Où tu as assumé toutes les fonctions que le suffrage t'avait confiées avec humilité, sérieux, fidélité, en gardant tes convictions qui ne cessent de t'animer. Hein? Très volontaire, toujours présent, et de bons conseils dans les projets communaux qui participent au développement de la commune. Tu es actif pour défendre une cause, notamment lorsqu'il s'agit de l'école ou du tissu associatif. Et la longévité de tes mandats répond aux critères d'attribution pour la médaille communale échelon argent. Et Priva, je suis très honorée de te remettre cette distinction. Et maintenant, on va passer à la médaille des 30 ans. Et je vais appeler une personne dont la mobilisation au service des autres ne se compte plus. Il a déployé une énergie exceptionnelle durant toutes ces années au service de notre belle commune. Si je rajoute son investissement comme trésorier au sein des associations depuis 30 ans, eh bien je pense que tout le monde a reconnu Jean-Pierre Roche. Donc Jean-Pierre, tu as su faire preuve d'assiduité durant 30 ans, avec un parcours sans faute jusqu'à ce jour. Donc conseiller municipal et adjoint, ton investissement prouve combien tu es attaché à notre commune. Et il est rassurant de compter parmi les citoyens des personnes comme toi,
prête à consacrer toute une partie de ta vie, en fait, afin de permettre au village d'avancer dans le bon sens. Donc, je suis honorée, Jean-Pierre, de te remettre la médaille d'honneur communal Vermeil, 30 ans. On va changer parce que maintenant c'est la médaille du travail pour 30 années. Donc je vais appeler Marie Boyer de bien vouloir me rejoindre. Donc Marie, tu exerces tes fonctions de secrétaire de mairie depuis plus de 30 ans au sein de la commune de Watt-Volgans. Tu es arrivée le 15 juillet 1994. Suite à tes bons et loyaux services, la longévité et l'exemplarité de ton parcours professionnel, la disponibilité, mais aussi tes qualités personnelles que tu as su mettre au service de la collectivité et tes efforts pour accueillir une meilleure qualification, j'ai l'honneur de t'attribuer la médaille du travail échelon Vermeil, tu vois, Vermeil, ça doit être la fatigue à force, Vermeil, qui est une distinction honorifique. Merci à tous, c'est vrai, ça fait plus de 30 ans à ce jour maintenant. Je suis très heureuse d'avoir exercé ce métier, qui est un métier secrétaire de mairie, un métier formidable. Et j'encourage toutes les futures secrétaires de mairie à exercer ce métier, bien qu'il demande beaucoup de travail, de polyvalence. Il en manque 2000 secrétaires de mairie à ce jour, en France. Bon, voilà, écoutez, un grand merci à tous, ça a été merveilleux durant ces 30 années. Et je remercie tous les administrés, tout le conseil municipal, pour leur assiduité et la polyvalence et tout ce qu'ils font. Je suis très émue, excusez-moi. Merci beaucoup. Madame la maire, un grand merci, c'est bien.